Allez, salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui aiment le trail. Je suis Alexandre Viol et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec les copains. Pourquoi c'est de nouveau moi qui fais l'animation? Bah, très clairement, on s'est rendu compte que j'étais bien meilleur que Mathieu dans l'exercice, donc on va continuer comme ça si ça vous dérange pas. Allez, je vous présente l'équipe type du jour qui va m'accompagner sur ce podcast. Celui qui rend le monde du trail plus beau avec son visage juvénile et ses vidéos bienveillantes. Celui aussi qui est né dans le plus bel endroit du monde, le Cantal, pour ne pas le citer. Mathieu Delpech, comment ça va? Ça va très bien. Et avant de commencer, je voudrais rétablir la vérité. C'est Alex qui est toujours aux commandes parce qu'en fait, je suis en vacances avec l'argent des abonnés. Je suis parti dans les îles me mettre au chaud. Donc, tout roule et puis je vous en dirai peut-être un petit peu plus après. Tu seras accompagné de l'homme qui ne va toujours pas gagner les Templiers après avoir tenté 73 fois de remporter cette course. Est-ce que cet homme a peur de gagner? Telle est la question. En tout cas, on fera sûrement sa psychanalyse dans un prochain épisode. Nicolas Martin, comment tu vas? Ça va, salut à tous. Alors déjà, le mec me met des tacles alors qu'il ose même pas participer à la vraie course. Non, ça va bien. Je me prépare gentiment et il est fort probable que je ne gagne pas, c'est vrai, mais je serai peut-être mieux placé que prévu parce que la forme monte pas trop mal et je me fais bien plaisir, donc c'est vraiment cool. J'ai hâte d'être le 20 octobre à 5h15 du matin pour une belle bataille sur ces causes que j'aime tant. On a hâte de voir ça en tout cas. Et puis, on sera enfin en présence de l'un des meilleurs kinés de France parce qu'il n'assume pas son statut de meilleur kiné de France. Le fondateur de Cap Prévention avec son ami Gauthier, Théo Robin. Comment tu vas, Théo? Ça va très bien. Je sais pas pourquoi tu veux remettre ça à chaque fois sur le tapis, mais sinon ça va bien. J'ai copé de lunettes, alors j'ai pris 10 ans dans la vue, mais à part ça, ça va. La vie perso, pro et sportive bien chargée pour la dernière semaine d'entraînement de l'année normalement. Parfait. Et puis, vous le constatez, toujours pas de Louis Travaillot avec nous. Le jeune homme est trop avide d'argent et quand il a su qu'il n'allait toujours pas être payé pour faire l'épisode, il a décidé de fuir. Donc, si vous voulez que Louis revienne, s'il vous plaît, mettez un peu d'argent sur le KissKissBankBank. Alors, messieurs, de quoi on va parler aujourd'hui? Petit sommaire. On va débuter, comme la dernière fois, avec un petit tour des actus chaudes et des derniers résultats. Théo, tu nous feras une nouvelle rubrique. Cette fois-ci, on va parler des testings et de l'intérêt des testings que vous faites avec Cap Prévention. Ça sera suivi de la rubrique entraînement de Nico qui va nous parler du pacing en course. Et puis, on aura la chance une nouvelle fois d'accueillir un auditeur, un abonné du KissKissBankBank de Mathieu, comme on l'avait fait sur le dernier épisode. C'est quelque chose qui nous avait vraiment plu et qui avait très bien fonctionné. On avait eu des super retours, donc on a décidé une nouvelle fois de retenter l'expérience et de vous donner la parole. Et Tony interviendra dans la foulée de Nico sur le sujet aussi du pacing en trail. Et on terminera enfin, comme à l'accoutumée, par nos coups de cœur et nos coups de gueule. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Toujours prêt, mais avant ça, je voulais aussi rappeler l'importance de nous donner de la force, de mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute, de donner aussi des commentaires. On est toujours d'avoir vos retours. Et puis, si jamais vous voulez vraiment soutenir le podcast et soutenir notre travail, comme vous le savez, le KissKissBankBank est là. Vous pouvez faire des petits dons et puis accéder aussi en avant-première à l'épisode 48 heures avant sa sortie ou venir participer si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, comme Maxime la dernière fois et comme Tony aujourd'hui. On peut y aller? Allez, juste avant de démarrer sur les dernières actus, Mathieu, tu nous avais appris il n'y a pas si longtemps que ça que tu avais des petites gênes aux pieds suite à la reprise de la course à pied après la CCC. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit état des lieux de où t'en es et si tu es en Espagne pour faire bronzette ou alors pour reprendre l'entraînement? Ouais, je disais que je suis en vacances, mais l'idée avant tout d'être ici, c'était de préparer Mallorca by UTMB pour aller prendre ma qualification sur cette saison où j'ai pas trop couru au début de l'année à cause de la fracture de fatigue. Et en fait, après la CCC, en fait, j'ai couru avec des chaussures qui étaient très fitées. Je les avais beaucoup mis à l'entraînement, mais jamais sur des sorties de plus de 2-3 heures. Et je pense que le pied, il a quand même pas mal gonflé. Et le pied était un petit peu compressé à l'intérieur. C'était des prototypes. Et du coup, j'ai eu des douleurs qui ont un peu traîné dans le pied avec une petite inflammation. J'ai fait une IRM et il n'y avait rien, aucun dommage osseux ou articulaire. Donc j'ai eu le feu vert et je pense que ça m'a aussi un petit peu débloqué mentalement. Les douleurs sont vraiment en train de s'estomper, j'ai quasiment plus rien. Donc là, évidemment, les dernières semaines, au niveau des kilométrages, c'était très light, mais il reste encore 4 semaines pour s'acclimater et puis se préparer pour Majorque. Bon, l'objectif n'est pas d'être hyper performant, évidemment, mais d'essayer d'aller chercher la qualif
pour que ce soit une sécurité pour l'an prochain, même si c'est peut-être pas mon objectif principal de l'an prochain. On en reparlera peut-être après avec un calendrier qui est chargé en 2025. Mais voilà, maintenant, je suis plus du tout en mode bronzage ou récupération. Je suis à nouveau dans un processus de préparation et j'espère que tout va s'aligner pour être prêt pour Majorque dans 4 semaines. Et puis aussi, j'ai un dernier petit disclaimer à faire. J'ai déjà reçu plusieurs personnes qui m'ont fait des petits messages comme quoi j'essayais de défendre un petit peu des valeurs environnementales et que j'allais en vacances sur une île en avion. Mais pour établir la vérité, en fait, je n'ai pas pris l'avion, j'ai pris le ferry et j'ai profité aussi de ce voyage pour aller rendre visite à ma famille, puis rester sur place ici 4 semaines pour essayer de rentabiliser un petit peu, même si ça ne change pas le bilan total des émissions carbone du voyage. Donc voilà, c'est mon petit plaisir de l'année, sachant que j'ai essayé de prendre le train le plus possible pour venir sur les compétitions dans les Alpes. Donc voilà, maintenant 4 semaines pour être prêt, en profiter et puis essayer que ça vaille le coup. Voilà pour la petite mise à jour et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages suite à ma publication. Juste le format du coup que tu vas faire à Majorque, ce sera quoi? Alors ça sera le 100 sur le circuit 100K de l'UTMB, c'est 70 km avec 4000 mètres de dénivelé. Ça marche, parfait. Eh ben nickel, merci pour les petites infos. Et puis on va pouvoir directement passer aux derniers résultats qui ont marqué la planète Trail dernièrement, à démarrer par la Skyrun, dont c'était la dernière édition. On en a déjà pas mal parlé sur le canal Instagram YouTube. Euh, j'ai eu la chance d'être présent à cette dernière Skyrun et de pouvoir célébrer cette ultime édition comme il se doit en tant que ravitailleur pour mes jeunes de l'Académie Sidas Matrix. Vous qui avez suivi ça un petit peu de l'extérieur, qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière? Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour la vainqueur féminine Cécile Jarousseau, championne de France de cross, championne de France de course en montagne, qui était au championnat du monde l'an dernier avec l'équipe de France, qui a terminé deuxième de la. Non, je dis une bêtise, qui a terminé deuxième de la course, pardon, qui n'a pas gagné. Il me Euh, semblait aussi. ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Nico, de l'extérieur? Comment t'as vécu ça? Bah, d'abord, on va dire, hein, c'est Sarah Alonso qui a gagné la course chez les féminines. Et c'est Sylvia Rousseau a fait deuxième. Elles ont un peu dominé la course. Donc, ouais, on voit hein, Cécile, c'est plutôt une fille qui vient du cross, mais qui a aussi des belles perfs en course en montagne. Et c'était deux athlètes de top niveau mondial. Moi, ça m'a un peu plus parlé la course masculine parce que j'avais quelques athlètes que j'ai la chance d'accompagner à l'année qui était sur la course avec pendant les 2 tiers de la course on va dire le scénario un petit peu rêvé en tant que coach ou qu'on va dire consultant parce que ça dépend un petit peu des athlètes en voyant Sylvain Maël enfin Sylvain Cachard Maël Allaire et Romain Giaguet qui pointaient aux 3 premières places du parcours ce qui était quand même vu le plateau un peu inattendu enfin peut-être pas Sylvain devant mais pour les deux autres c'était pas forcément gagné d'avance et puis bon, un superbe finish avec Sylvain qui s'impose avec des conditions un peu typiques hein, de la Skyrun mais voilà pas un chrono exceptionnel mais Sylvain vient clore un peu le palmarès de ces 10 années avec bah, il fait pas tâche au palmarès. Enfin, moi, j'y suis aussi et je fais vraiment, je trouve, partie des coureurs on sait pas trop pourquoi je suis au palmarès de cette course, mais voilà, non, vraiment une belle ambiance. Alors, j'ai pas pu faire le déplacement pour des raisons un peu logistiques et puis de fatigue parce que je voulais pas perdre trop de temps dans les transports, mais ça a été, j'imagine, pour ceux qui étaient présents, on dira peut-être plus Alex, mais une super après-course aussi parce que là-bas, il y a deux fêtes, il y a la course et puis il y a le soir. Effectivement, c'était tout simplement incroyable. D'ailleurs, à ce propos, Nico, tu disais que tu avais remporté la course, d'ailleurs, c'est en 2018. Tu as gagné en 2h1 44 et avec le chrono le plus lent de l'histoire, si tu savais des gagnes. Donc, Ouais, on peut tout à dire que fait, tu es le plus nul des 10 vainqueurs de la Skyrun. Ça te va comme... tout à fait, tout à fait. J'avais survécu aux conditions très difficiles de l'année 2018. Mais ouais, ouais, de quelques secondes avec la première année, parce que c'était Alexis Sevenek qui avait gagné, je crois. Je crois qu'il y avait une vingtaine de secondes d'écart entre nos deux chronos. Non, mais très globalement, voilà, la gagne a toujours été sous les 2 heures ou largement sous les 2 heures. Et cette année-là, il y avait à la fois des conditions dures et puis peut-être pas le plateau qu'on a connu, notamment en 2021, qui a été l'édition phare de l'épreuve, puisqu'elle était au calendrier des Golden Trail Series Monde cette année-là et qui avait eu un plateau absolument monstrueux, même si on avait eu
un duel entre Jeanne Marguerite et puis Johan Bojar sur cette belle épreuve. Tout à fait. Mathieu, tu as un petit retour à faire sur la Skyrim? La Skyrun, j'y suis malheureusement allé qu'une seule fois. C'était également en 2018 et j'avais aussi survécu à la chaleur. Donc un chrono également ridicule, mais j'étais allé chercher le top 10 avec un départ très très prudent. Et c'est sûr que je pense qu'à chaque fois c'est une belle fête, mais bon, pour moi c'était à chaque fois un petit peu plus loin. Donc, et un format qui s'intégrait pas forcément toujours dans mon calendrier. Donc j'ai suivi ça un petit peu de l'extérieur, mais c'est sûr que comme à chaque fois on a vu des belles images, que ce soit avec les spectateurs, mais aussi une très très belle ambiance à l'après-course. Donc je pense que c'était une très très belle épreuve et elle s'est finie de la plus belle des manières il y a quelques jours. Théo, toi qui malheureusement n'a jamais eu et n'aura jamais l'occasion de vivre cette Skyrun, d'un point de vue du coup purement extérieur, toi tu voyais, comment tu as vécu cette dernière et comment tu percevais un petit peu la Skyrun dans le milieu? Bah moi j'ai suivi ça de loin, j'ai surtout suivi les athlètes que on suivait chez Cap ou que je connaissais personnellement et du coup bah c'était plutôt une bonne édition parce qu'il y avait bah, Sylvain qui fait premier, il y a Mathieu Simon qui fait neuf et puis bon bah peut-être que tu nous en parleras un petit peu plus mais il y a quand même Agnol de l'académie Sidas Matrix qui a pointé quatrième au classement et j'ai regardé sa cote, il a fait un énorme bond, il est passé à 851 ITRA quand même donc ça c'est quand même Ouais. je pense, la bonne surprise du week-end pour les athlètes que je connaissais. Et puis après, chez les dames, Nouria doit faire 10e normalement, si ma mémoire est bonne. Donc c'était sympa à suivre. Et puis après, j'avais aussi un pote complètement amateur qui a fait la course. Donc c'était cool de suivre ça de loin, mais malheureusement, j'aurais jamais connu la Skyrim. Ouais, en tout cas, pour revenir un petit peu sur l'ambiance, c'est vrai que moi je l'avais couru l'an dernier et j'avais été très agréablement surpris de l'ambiance et je voulais absolument la vivre cette année en tant que spectateur slash ravitailleur. Et j'ai eu raison, je pense, parce que ça permet vraiment d'avoir une autre vision de la course et de pouvoir. J'ai eu la chance d'être aux deux points où il y a le plus d'ambiance que sont Miramar et la Rune au sommet de la course. Et sincèrement, c'était incroyable. L'ambiance, les gens présents et aussi de voir l'intensité de la course, de voir passer les têtes de course féminines et masculines en haut de la rune dans des états pas possibles, un mal à l'air qui crampait, un Sylvain Cachard qui commençait déjà à tituber un peu, une Sarah Alonso qui prend sa bouteille d'eau, qui se la renverse sur elle et qui repart à bloc. Enfin, c'était assez incroyable de vivre ça. Donc, dommage pour tous ceux qui n'auront jamais la chance de le vivre, mais on a vécu une super dernière édition. Et voilà, je trouve ça chouette qu'une course se dise je m'arrête au bout de 10 ans, j'ai fait mon histoire, et puis voilà, je laisse la place aux autres. Des choses à rajouter là-dessus? Ah, moi, c'est un peu de tristesse, je trouve. Après, je suis pas dans l'orga et ce choix, mais j'étais pas forcément hyper en accord avec la communication qu'a fait Nico Darmaia, qui est l'organisateur, par rapport aux valeurs qu'il y a. Et je trouve que finalement, en arrêtant, alors oui, il respecte peut-être ses valeurs, mais d'un autre côté, il cède enfin, il part, il quitte le paysage, il cède un petit peu sur ce qu'il dénonce, parce que je pense qu'il y avait moyen de continuer. Peut-être à faire la Skyrun en respectant ses valeurs, parce que il y a beaucoup de choses qu'il évoquait un peu dans son discours où bah ouais, on dit les prestataires par exemple d'images, de photos coûtent très cher. Bah en fait, est-ce qu'il y en a besoin ou pas? Est-ce que pendant plusieurs années, une épreuve qui a autant de notoriété que la Skyrun, elle peut pas vivre sans ça? Après, à un moment donné, il y a une chose qui est compliquée, c'est par rapport aux meilleurs athlètes. Ben aujourd'hui, c'est un sport qui se professionnalise un petit peu et que forcément, les athlètes, ils ont des calendriers très chargés. Et c'est vrai que c'est difficile de rester une course phare avec un gros plateau, parce qu'il faut pas se mentir, au-delà de l'ambiance et de tout, ce qui fait la valeur aussi d'une course et qui fait que cette course est aussi exceptionnelle, c'est le plateau qu'il y a. Et c'est vrai que l'équilibre là-dedans, sans rentrer entre guillemets dans le trail business, c'est pas simple. Donc je comprends aussi d'une certaine manière ce choix de s'arrêter là. Ok, merci pour ton avis, Nico, là-dessus. On va pouvoir passer à la deuxième petite actu résultat. C'est la deuxième manche des Golden qui a eu lieu aux États-Unis. On avait parlé de la première manche qui avait eu lieu il y a 3 semaines lors du précédent podcast, où on a assisté à un sprint bien musclé entre le Kenyan Patrick Kipengeno et puis Elouzine El Azaoui, finalement remporté par le Marocain.
Une victoire qui aurait pour moi dû revenir au Kenya au vu des images où on voit clairement Elouzine barrer la route de Patrick avec un grand coup de coude. La vidéo a d'ailleurs tourné la page Instagram des Golden et a beaucoup, beaucoup fait parler. Au-delà de ça, Nico, toi qui as suivi un petit peu, des courses très roulantes. Moi, pour avoir regardé un petit peu de live de la deuxième manche, clairement, c'était des autoroutes, les chemins. Ouais, bah, moi, j'ai pas vu, il y avait pas de live de la première manche, mais bon, on peut douter que vu les allures, ça devait pas être d'une immense technicité. Et c'est vrai que moi, bah, j'ai regretté un petit peu le fait qu'on ait deux manches qui soient quand même très similaires. Alors bon, les coureurs devant sont tellement forts que je pense qu'ils seraient un peu devant sur tous les formats, mais c'est vrai que j'ai l'impression que entre la tournée des Golden asiatiques plus cette tournée-là, d'avoir eu des parcours quand même rapides où on a souvent vu un petit peu les mêmes profils de coureurs à l'avant. Donc, je trouve que c'est pas ça. Alors, cette année, il y avait encore des maratrails, mais je sais pas si l'année prochaine, il y aura encore des formats maratrails. Et c'est vrai que, je sais pas, je trouve que le niveau est absolument monstrueux. C'est dingue le niveau qu'il y a sur ces Golden quand on voit un excellent Pierre Galbourdin qui fait deux fois 13e, qui est quelqu'un qui court 29-20 sur 10 km et qui finit à plus de 10 minutes sur la première manche. J'ai pas en tête l'écart sur la manche de Mamotte. On se rend compte du niveau absolument monstrueux qu'il y a devant. Mais c'est vrai qu'il y a un peu du mal à avoir cet attrait parce que je trouve que c'est en train de se restreindre un peu toujours au même format et qu'on perd un peu cette diversité du trail. Donc voilà, c'est bien sûr le circuit phare sur ces formats de course, mais je sais pas, il manque cette petite magie, perso. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais le marathon du Mont Blanc a annoncé que Salomon allait ne plus être le partenaire titre et du coup que le marathon du Mont Blanc ne serait plus dans les Golden Trail World Series. Donc, ça répond un petit peu à ta question sur le fait qu'en tout cas, il y aura un format marathon en moins l'année prochaine sur les Golden. Mathieu, tu voulais réagir? Alors moi, je voulais réagir à ta lecture du sprint entre Patrick Kipemeno et Louzine El Azaoui. Alors, je suis tombé sur un reel qui tournait beaucoup, mais il n'était pas sur le compte des Golden officiels. C'était peut-être sur, je sais pas d'où venaient les images, mais en tout cas, il y avait un très très beau point de vue de l'arrière, de très proche du sprint des deux derniers coureurs, doublé d'un point de vue drone. Et c'est sûr qu'il y avait de tous les avis dans les commentaires, mais moi, franchement, l'avis que je retiens le plus, c'est que vraiment que Elouzine a pris la ligne la plus courte. En tout cas, dans les derniers hectomètres, il était à l'avant à la fin de cette descente et une volée d'escalier où il est encore à l'avant et ensuite il se contente de prendre la ligne la plus courte. Et Patrick Kipengeno tente un passing entre Elouzine et un petit muret dans un virage et clairement il n'y avait pas la place de passer et c'est normal. C'est pas vraiment un coup de coude pour le pousser, c'était juste un coup de coude du mouvement de la course d'Elouzine. Et pour moi, il y a pas de geste antisportif. Elouzine a pris la ligne directe pour aller à la ligne d'arrivée. Malheureusement, Patrick a essayé de passer là où il n'y avait pas de passage. Et donc, il a un petit peu trébuché, ce qui lui a fait perdre quelques secondes et rater cette victoire. Mais je pense que le sprint d'Elouzine était quand même relativement normal et puis sportif. En tout cas, le débat a été tranché puisqu'Elusine n'a pas été disqualifiée, donc la question ne se pose plus. Et du coup, chez les féminines, c'est une nouvelle fois la Kenyane Joyce Njiru qui l'a emporté devant la Roumaine Madalina Florea. Et du coup, Joyce est toujours en tête du classement général des Golden Trail World Series. Allez, on peut passer. Nico, non, tu avais un coup de cœur féminin. Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur pour la jeune Suissesse Auria Aliassi qui a seulement 22 ans, je crois, et qui a fait une super tournée sur ses manches des Golden US avec une cinquième place lors de la première manche, puis encore une huitième place sur ma mode. Donc certainement une des féminines à suivre dans les années à venir parce que c'est déjà du très très haut niveau pour un début de carrière. Est-ce qu'elle est dans un team, tu sais? Elle est centime, donc je pense qu'elle va être fortement courtisée dans les semaines à venir par les différentes marques qui sont sur le circuit. On sait maintenant que c'est un peu évolué, c'est un peu moins brandé entre guillemets Salomon, puisque pendant longtemps Greg Volley, qui est l'organisateur des Golden, était aussi le team manager international de Salomon. Donc c'est vrai que dès qu'il y avait un peu des pépites qui émergeaient, elles étaient vite captées par la marque. Là, j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant. Donc à voir où Auria Aliassi va probablement signer dans les semaines à venir. On verra ça, on suivra ça, en tout cas de près.
On passe d'un circuit à un autre en passant à la Coupe du Monde de Skyrunning. Il y avait une manche en Espagne, au Pays Basque plus précisément, la manche de Gorbea, qui était la 15e manche des Skyrunning World Series, un format de 32 km et 2400 mètres de dénivelé, dans des conditions, on va dire, compliquées. Beaucoup de pluie et donc beaucoup de boue. Chez les messieurs, c'est l'Italien Luca Del Pero qui l'a emporté devant Manuel Merillas. Et chez les femmes, c'est l'Espagnol Julia Font qui l'a emporté. A notifié trois Françaises dans le top 10, Iris Pessé 4e, Olivia Magnon 5e et Lucille Germain 6e. Maud Combario, pardon, qui fait 15e. Chez les messieurs, aucun Français dans le top 10. Loïc Robert qui, a priori, s'est fait une petite cheville dans la descente, qui était pourtant en début de course aux avant-postes, termine finalement 18e. Et à noter aussi la 28e place de Pierre Pagnou. Mathieu, un petit retour sur les skyrunning Bah, qui une sont manche qui, encore une préférés. fois, n'avait pas attiré énormément de monde, hein. Franchement, une manche très nationale avec 60% d'Espagnols dans les top 10 hommes et femmes. Mais malgré tout, quand même, une densité relativement intéressante sur cette manche avec le top 20 hommes en 20 minutes et le top 10 femmes en 24 minutes pour un temps de gagne respectif de 3 heures chez les hommes et 3h44 et 3h45 chez les féminines. Et moi, je voulais souligner aussi la victoire de Julia Font qui met enfin la balle au fond après un petit manque de réussite au Marathon du Mont Blanc et à Sierzinal. Donc Julia Font, elle est chez Brooks, donc on l'a pas mal côtoyé. Et c'est quelqu'un qui est très très travailleur, qui se donne un petit peu les moyens de réussir en étant la compagne de Alex Garcia. Ils font beaucoup de stages tous les deux pour essayer d'atteindre le très haut niveau. Et ça faisait un petit peu de la peine de l'avoir raté ses objectifs, mais enfin, elle s'offre une victoire de premier plan, donc ça fait plaisir. Et puis aussi, si je voulais vous recommander, si vous aimez les belles images, ben, d'aller suivre la page du Skyrunning sur Instagram ou sur Facebook, puisqu'il publie à chaque fois des très très beaux résumés de courses. Enfin, jamais des résumés trop longs, mais un petit best-of des images. Et comme le Skyrunning, c'est spectaculaire, et ben, les résumés sont aussi très très beaux à voir. Et puis aussi, on attend avec impatience la finale qui aura lieu le 16 novembre en Espagne. Et on devrait y retrouver quand même pas mal de Français et de Françaises. Parfait. On va pouvoir passer à deux petits résultats qui ont, eux, se sont passés dans les Alpes avec le mythique trail des Aiguilles Rouges. Un trail qui a malheureusement été raccourci dans son plus grand parcours en raison de la neige à plus de 2000 mètres. Donc, on s'est retrouvé avec un parcours à 44 km et 3000 mètres de dénivelé. C'est Clément Genot, un plutôt habitué du ski alpinisme, qui l'a emporté chez les hommes. Et puis, Kaline Ozaki qui l'a emporté chez les femmes. Moi, j'ai retenu la cinquième place de notre pote Alexis Rosset, qu'on connaît bien. Et puis, la quatrième place de Florence Solélac, qui est un coureur qui, je pense, pas très connu, qui s'entraîne sur Annecy, avec qui j'ai eu la chance de faire des spé-cross cet hiver et qui a fait 10 aux France de trail long et qui a été longtemps dans le top 5 du 90 du Mont Blanc avant de malheureusement abandonner. C'est un coureur qui progresse et qui sera sûrement à suivre sur les prochaines années. Et puis un petit mot où là, il y aura peut-être un peu plus de réaction, notamment de la part de Nico, où tu avais un peu plus d'infos. C'est le trail du Petit Saint-Bernard, où il y a eu, pareil, des gros soucis au niveau logistique et parcours à cause de la neige. Le trail du Petit Saint-Bernard, tous les ans, est assez connu pour justement devoir faire face à des conditions compliquées. En même temps, c'est assez ambitieux d'organiser un trail avec des altitudes aussi hautes que celui-ci début octobre. Toi, Nico, qu'est-ce que tu as eu comme info notamment sur les problèmes au niveau des parcours? Ouais, globalement, déjà, on peut dire qu'on vit quand même un mois de septembre pas simple au niveau des conditions météo en montagne, parce que on avait vu sur Wood Trouble qu'il y avait des conditions dantesques. Là, de nouveau, au Trail du Petit Saint-Bernard, comme tu l'as évoqué, à ces altitudes-là, on arrive à des périodes où forcément, s'il y a une perturbation qui a lieu sur les jours précédents ou le week-end, bah, c'est compliqué parce qu'il commence à tomber de la neige au-dessus de 2000 à partir du mois de septembre. En tout cas, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Globalement, en fait, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, et on va remercier Hugo Ferrari et sa revue de presse qui fait sur son Patreon tous les lundis parce qu'il il était speaker là-bas et il avait les infos. En gros, ils ont un peu retardé le départ parce qu'ils n'avaient pas d'informations de la part des bénévoles qui étaient sur l'un des cols. Et alors, je ne sais pas pour quelle raison, apparemment, le parcours n'avait pas été ouvert en totalité. Et en fait, une fois que les coureurs sont arrivés à ce col, il y avait une partie en balcon au-dessus de 2000 mètres qui était finalement infranchissable à cause des congères. Donc, les coureurs ont fait demi-tour. Il n'y avait pas trop d'informations parce que je crois qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Et du coup,
ils ont fait redescendre les coureurs en direction du départ et puis ils les ont renvoyés sur une autre boucle à plus basse altitude. Mais du coup, ils avaient pas, enfin, tout le monde n'avait pas l'information. Donc, quand les coureurs qui montaient ont vu descendre certains coureurs, ben, ils sont pas allés au sommet du col et puis ils sont redescendus. Donc, un classement un petit peu chamboulé. Après, globalement, j'ai bien aimé la conclusion de Hugo. On retiendra que, bon, sportivement, c'était difficile d'établir un classement, mais que tout le monde a pu quand même faire une belle épreuve en montagne. Moi, je jette pas la pierre aux organisateurs. Tant qu'on n'a pas organisé, on se rend pas compte de ce que c'est. Ils ont déjà réussi à maintenir la course, à ramener tout le monde en pleine santé. Donc, voilà, ça fait partie des aléas de la montagne et de notre sport que de parfois pas pouvoir faire le parcours envisagé. Ouais, d'ailleurs, j'insiste sur le grand coup de chapeau à tirer aux organisateurs et aux bénévoles, parce que j'ai eu la chance de faire une course dans le massif du Sancy en Auvergne le week-end dernier, et on a eu des conditions aussi très 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 compliquées. Et clairement, si on doit faire une différence d'inconfort entre l'athlète et les bénévoles ou organisateurs, je peux vous dire que la pression elle est beaucoup plus de ce côté-là que du côté de nous coureurs, où finalement on a juste à courir et mettre une petite veste en haut et puis redescendre. Donc grand coup de chapeau aussi à tout ça. Et d'ailleurs, et du coup, cette Saint-Cilienne, donc première édition d'une course en montagne made in Auvergne et made in les frères Melleux, Quentin Melleux et Alexandre Melleux, qui sont deux frères jumeaux qui font de la course en montagne. Quentin a d'ailleurs fait des sélections en équipe de France et était au championnat d'Europe de course en montagne à Annecy en juin. Une super édition, vraiment une belle course locale où on a vu la victoire de Théodore Klein, le champion de France de course en montagne en titre. Deuxième place de Mathieu Le Fur, donc voilà, et troisième place de Thomas Butez. Un podium très intéressant chez les garçons, et puis chez les femmes, la victoire de Diane Racineux devant Manon Lallemand, et troisième place pour Léa Serre, une Auvergnate. Un événement qui peut-être dans les prochaines années sera support des championnats de France de course en montagne. En tout cas, c'est ce qu'espère Quentin Alexandre. Et ça serait chouette de Et pouvoir accueillir un France de montagne en Auvergne. on peut juste préciser qu'ils ont été un petit peu embêtés les derniers jours avec le parcours Ouais. qui a dû être changé au dernier moment, non? Ouais, effectivement, ben, on l'avait noté dans le podcast il y a 2 semaines, et le parcours initialement prévu était de 16,8 km et de 1400 mètres de dénivelé positif. Et en fait, un propriétaire qui n'a pas voulu que la course passe sur son chemin, sauf que le chemin, c'était le chemin qui devait être emprunté pour la dernière partie de montée. À notifier que c'est un chemin, c'est un GR. Donc que des centaines, voire des milliers de randonneurs y passent à longueur d'été. Et du coup, ils ont dû faire tout un détour hyper compliqué, qui était complètement, qui n'avait pas de sens. Sachant que une fois le finish était au sommet d'un puits à 1700 mètres, et ensuite tous les coureurs devaient redescendre par où, je vous le dis en mille, par le GR. Et là-dessus, ça ne posait pas du tout de problème à l'organisateur. Ce qui lui posait problème, c'est que la course passe sur son chemin, mais par contre, on a pu redescendre par le GR. Donc voilà, encore une décision qui peut être préjudiciable pour les organisations. Ils ont su rebondir et bravo à eux, mais il y a des orgas pour qui ça devient de plus en plus compliqué ces droits de passage. Donc on va espérer que les propriétaires privés sont un peu plus conciliants avec cette pratique. On Et a du fait le coup, tour des... on en profite juste pour préciser que du coup, quand vous pratiquez au quotidien, bah, respectez les zones privées parce que c'est l'image du trail aussi au quotidien qui peut être impactée et ce souci a aussi impacté le trail du Sancy. Donc voilà, c'est pas évident de concilier avec tout. Allez, on a fait le tour des résultats. Quelques petites news rapidement. Euh, du coup, on l'a dit, Salomon qui sera plus partenaire du Marathon du Mont Blanc l'année prochaine. Donc, le Marathon du Mont Blanc ne sera plus support des Golden Trail. D'ailleurs, petite communication un peu bizarre. Donc, le Marathon du Mont Blanc a annoncé sur Facebook que Salomon n'allait plus être le partenaire officiel. Et j'ai vu dans un commentaire, ils ont répondu à un commentaire qui demandait si ils allaient toujours être support des Golden. Et le Marathon de Moment n'a pas répondu en faisant un communiqué officiel, mais a répondu aux commentaires de cette personne. Donc c'est assez surprenant d'annoncer ça comme ça, mais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a noté d'autre en petite news? Cécile Jarousseau, dont on parlait tout à l'heure, qui signe chez Kiprun, à la Kiprun Women Team. Là-dessus, pareil, pas d'annonce officielle de la marque. On a vu
Thierry Breuil qui mettait des vidéos sur son Strava où on voyait Cécile apparaître habillée en Kipron alors qu'il n'y avait aucune annonce officielle qui avait été faite. C'est assez rigolo de voir ça. En tout cas, Cécile l'a officiellement annoncé sur son Instagram. Théo, tu voulais réagir? Non, mais c'était ça, c'était pour dire qu'elle l'avait mis cet après-midi sur Insta. Tout à fait. Voilà, une petite news. Peut-être que Nico, t'es sûrement pas passé à côté de ça. C'est les petites semaines de cochons que nous ont fait Thomas Cardin, Clémentine Geoffrey et Loïc Roland qui ont enchaîné un double stage entre le stage équipe de France et le stage Keep Run. Euh, T'en penses quoi, toi, vis-à-vis de ton œil de coach là-dessus par rapport au double stage en une semaine? Bah, c'est toujours un petit peu dur de réagir parce qu'on n'a pas le contexte de ce qu'ils ont fait avant, de ce qu'ils vont faire après. Globalement, on peut quand même dire que c'était bien placé pour l'essentiel des coureurs. De toute façon, ce sera un objectif sur le Festival des Templiers. Pour Thomas, Blandine et Clémentine, ce sera sur le Grand Trail. Pour Loïc, je crois que c'est sur l'intégrale d'Écosse. Donc voilà, ils ont bien fait. Après, ça reste des très grosses semaines. Faut voir comment ils vont récupérer de ça. À titre personnel, dans ma pratique et même à l'accompagnement quotidien des athlètes, je m'éloigne un petit peu de ces grosses semaines de charge à mesure du possible parce que ça génère souvent beaucoup de fatigue et que du coup derrière il faut récupérer et que sur une période plus longue, je suis pas sûr qu'on s'entraîne forcément beaucoup plus en faisant comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est contextuel parce que bah il y a des gens qui sont en vacances à certaines périodes et qui peuvent plus s'entraîner et moins d'autres. Donc voilà, tant qu'ils se blessent pas en faisant ça, ça me pose pas de problème. Mais on devrait quand même tous les quatre les retrouver en très bonnes conditions dans moins de 3 semaines maintenant sur le Festival des Templiers. C'est clair. Et pour les amoureux des chiffres, tout est disponible sur les Strava de Thomas, de Clémentine et de Loïc. Donc, si vous avez envie de voir les belles semaines qu'ils ont faites, n'hésitez pas à vous rendre sur leur compte Strava. On a parlé du coup du stage en équipe du stage pardon dans le Cantal de l'équipe de France de trail qui faisait son stage traditionnel d'automne dans le Cantal. Ce sera d'ailleurs le dernier puisque le partenariat que la fédération avait signé avec le Cantal et ben, se termine en cette fin d'année et on a pu avoir la chance de voir un sacré panel de coureurs et de coureuses invités à ce stage par le sélectionneur Adrien Séguré, notamment des athlètes qui découvraient le groupe France pour la première fois. Mathieu Blanchard, Alice Bosseron, Anne-Cécile Thévenot, Simon Pacard, Iris Pessé ou encore le dernier vainqueur de l'UTMB, Vincent Bouillard. C'est quelque chose que le sélectionneur Adrien Séguré du coup avait mis en place déjà l'année dernière au stage d'automne où il en profite pour constituer un groupe élargi pour concerner un maximum de monde. Bien sûr, on sait que tous les athlètes ne joueront pas le jeu l'année prochaine pour l'équipe de France, mais moi personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. Mathieu, t'as un avis là-dessus sur ce groupe France? Bah, c'est sûr qu'il y a une grosse diversité des profils et aussi des diversités dans les perfs sur cette saison, sur les athlètes qui ont été convoqués. C'est sûr que je pense que ça fait pas mal réagir et questionner. Moi j'ai pas les infos, je me suis pas occupé de savoir quels étaient les critères de sélection. En tout cas, une belle stratégie du Cantal pour faire sa promotion, puisque tous les athlètes à l'unanimité ont émis des avis très plutôt, disons, dubitatifs par rapport à la météo dans le Cantal sur cette semaine. Malheureusement, une semaine pas idéale pour faire des entraînements en montagne. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau de la météo et de la topologie du Cantal, c'est que c'est le premier massif montagneux en fait par rapport à l'océan. Et donc, toutes les rentrées océaniques humides s'arrêtent sur le massif du Cantal. Et et toute l'eau tombe du côté du côté ouest du massif. Et à chaque fois, les stages équipe de France sont faits du côté ouest. Et donc, il y a beaucoup d'eau qui potentiellement peut tomber sur les athlètes. Moi, j'étais en même temps, je suis passé chez mes parents, du coup, comme je disais dans l'intro, dans le Cantal, et j'ai eu des belles journées. On a fait du vélo, on s'est régalé, alors qu'on était à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de l'équipe de France. Mais bon, malgré tout, je pense qu'ils ont quand même, tous les athlètes, j'ai eu l'impression qu'ils ont tous passé des bons moments, vu qu'il y avait des athlètes un petit peu plus communicants cette année qui étaient dans le groupe. On a vu une très belle ambiance, on a vu qu'ils ont apprécié aussi la qualité de l'accueil des Cantalous. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre, tout le monde a passé un bon groupe et je pense que le Cantal est aussi content d'avoir accueilli ces athlètes. Merci Mathieu. En tout cas, on va peut-être te créer une petite rubrique météo pour le prochain épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse.
Moi, je me posais juste une petite question par rapport à tout ça et par rapport à l'année prochaine. On sait que l'année prochaine, le calendrier va être surchargé, notamment entre fin juin et fin septembre, avec le marathon du Mont Blanc fin juin qui sera suivi dans la foulée des France de montagne et des France de trail, qui serviront comme chaque année de support de qualification pour les mondiaux qui auront lieu, eux, du 25 au 28 septembre, soit un mois après l'UTMB. Euh, Nico, toi, t'en penses quoi de tout ça? Et est-ce que tu penses que justement des athlètes comme Mathieu Blanchard, comme Thibaut Barognan, qui étaient invités sur ce stage, vont miser sur les mondiaux? Hein, j'espère que vu que le sélectionneur a fait le choix de les inviter, c'est qu'ils ont quand même manifesté leur intention de participer au championnat du monde. Sinon, j'aurais un peu du mal à comprendre parce que les critères, il n'y en a pas pour participer. Donc, c'est plutôt des choix du sélectionneur. Et on a vu que ben, notamment des gens qui avaient fait des très belles prestations au championnat de France, donc qui jouent le jeu de l'équipe de France potentiellement, n'ont pas été convoqués, n'ont même pas été contactés. Donc j'ose espérer que les coureurs qui ont été convoqués ont manifesté cet intérêt-là. Et de ce que je sais en off, ce serait plutôt oui, notamment Alice Bosseron qui devrait tenter la qualification pour les championnats du monde lors des championnats de France. Donc, à mon sens, ils ont témoigné leur intérêt pour essayer de participer. Après, d'ici là, il peut se passer plein de choses. Et comme on l'a évoqué rapidement, le support de qualification pour les championnats du monde, ça sera le championnat de France. Et donc, il faudra être valide à cette date-là aussi pour faire les courses, alors qu'on peut revenir de blessure et faire l'UTMB en étant qualifié plus en amont. Donc, voilà, et entre ce qui est prévu aujourd'hui et ce qui se passera dans le futur, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, et petite info, des athlètes qui ont été invités au stage n'ont pas forcément pu venir. C'est le cas notamment de Lucille Germain et de Kylian Allaire, le champion de France de trail court, qui, de source sûre, a été invité, mais qui n'a malheureusement pas pu se rendre sur place. Et je sais qu'un des critères qu'a utilisé Adrien pour ce groupe, pour ce stage, pardon, il avait fait la même chose l'an dernier, c'était en fonction des résultats suite à l'UTMB. Et notamment, on peut citer Anne-Cécile Thévenot qui a fait première française sur la CCC, qui n'a pas, enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup sur des championnats de France, mais qui, de sa perf à la CCC, a été invité par Adrien. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Pareil, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et comment, de l'extérieur, vous avez perçu ce stage-là. Et du coup, petite info, peut-être une petite exclue, parce que je crois pas que ça a été officiellement déclaré. Donc, les prochains championnats de France de course en montagne de trail auront lieu à Val d'Isère dans le cadre du High Trail Vanoise. Et petite subtilité, la course en montagne donc aura lieu le 6 juillet sur un parcours qu'on ne connaît pas encore, alors que le trail long et le trail court auront lieu la semaine d'après, le trail long le samedi 12 juillet et le trail court le dimanche 13 juillet. Et les parcours n'ont pas été encore officialisés, mais on serait sur des formats pour le trail long qui se rapprochent de 64 km et pas loin de 4000 mètres de dénivelé positif, et un trail court à 32 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Donc des parcours très alpins qui sont très typés de ce qu'on avait vécu l'an dernier en 2023 à Innsbruck au championnat du monde. Et d'ailleurs, ces formats-là essayent de coller au maximum au format qu'on retrouvera à Canfranc fin septembre au championnat du monde, puisqu'on aura un trail court annoncé à 45 km et 3500 mètres de dénivelé positif, et un format long à 84 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Donc des formats qui ne pourront pas convenir à tous les types de coureurs. Théo, tu voulais réagir? Ouais, à noter que le High Trail de la Vanoise cette année, c'était pareil début juillet et ça a été grandement perturbé par la quantité de neige en altitude. Donc Ouais. j'espère que ce sera pas pareil sur cette édition 2024 parce que franchement, c'était assez problématique, il me semble, sur la course. Il y avait genre 30% de neige sur le parcours au total. Ouais, Nico, un petit avis là-dessus. C'est des parcours qui vont être beaucoup en altitude, donc qui vont demander une préparation bien spécifique. Ton avis là-dessus? Ben, j'avoue que je suis pas hyper fan du lieu choisi, alors pas pour la qualité des parcours, mais pour le choix de cette altitude qui est quand même vraiment importante. Et le championnat de France, bah, c'est une course, on l'a dit, hein, ça support de sélection, mais ça reste une épreuve qui est pas une course de sélection, c'est une épreuve qui est ouverte à tous les participants. Et c'est vrai qu'une course à haute altitude comme ça, parce que le point bas de la course, c'est quasiment 1800 mètres, hein, donc l'altitude de Val d'Isère.
c'est quand même compliqué à préparer à une date où je pense que pas grand monde peut aller faire des stages de préparation un petit peu en montagne. Donc, je ne sais pas si c'était les épreuves les plus ouvertes à tout le monde avec l'altitude moyenne du parcours, mais pour avoir déjà participé à la Trail vanoise, ça va être à coup sûr absolument magnifique parce que les parcours sont très très beaux. Ouais, et dernière précision, sur les parcours du Trail vanoise, il y a des passages sur glacier, donc qui sont les passages les plus en altitude. Et de ce qu'ils ont, des petites infos que j'ai eues, les parcours, ce seraient les mêmes que ce qu'il y a eu cette année, mais sans les passages sur glacier. Voilà, donc on verra, mais ça devrait sortir, les parcours officiels devraient sortir assez rapidement. Allez, pour terminer, on se fait ça rapido. Des petits événements à suivre ce week-end. Les deux plus gros événements à suivre qui vont être le Nice Côte d'Azur by UTMB avec un très gros plateau annoncé, notamment chez les messieurs sur le format 50K, avec la présence de John Albon que tu as vu au Watch Trouble, Nico, Ouais, qui pas, vient, pas longtemps. ouais, qui vient choper. Alors, qui vient faire quoi? Ça, c'est la question que je me pose. Moi, Choper moi peut-être une prime? Choper une j'ai prime? une hypothèse, je te la soumets. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas des primes intéressantes chez son partenaire sur les branches by UTMB parce que c'est vrai que on comprend pas forcément pourquoi il enchaîne autant alors qu'il est qualifié, on le rappelle depuis sa prestation à la Western. Bah, très clairement, je pense que c'est ça. Les grosses marques, en tout cas, ont l'habitude de mettre des primes plutôt intéressantes sur les formats bas UTMB. Et vu qu'il y a de plus en plus de formats bas UTMB, c'est intéressant pour les athlètes d'aller compléter leur gain sur l'année. Et puis à noter surtout la présence de Courtney Dauwalter qui sera sur le 100 miles de Nice. Là aussi, un choix curieux, discutable. J'imagine aussi peut-être qu'elle prend un petit chèque à l'engagement pour venir courir sur cet événement. Voilà, des choses à suivre, Mathieu, sur ce Nice Côte d'Azur? Eh bien, je t'avoue que je me suis pas penché sur la start list, donc j'ai pas de commentaires pertinents. Merci, Mathieu, de travailler. En tout cas, ça fait plaisir. Ah, il y a des sacrés il y a il y a une sacrée course sur le 50K, c'est vraiment une belle course. Alors après, c'est toujours dur hein, maintenant sur les manches bas UTMB de savoir qui sera effectivement au départ, mais chez les filles, on a un joli plateau avec John Lynch Chepengeno qui doit être la vainqueur de Cardinal, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Camilla Magliano, Luis Serban, Sylvia Notskar, donc un joli plateau. Et puis chez les hommes, bah, tu as évoqué la présence de John Albon, qui est le favori, mais aussi de Nadir Maguet, de Daniel Ossens, du Godec, d'Ezequiel Ruto, qui avait fait une très belle prestation au Marathon du Mont Blanc. Et on va suivre aussi attentivement, pour ceux qui avaient suivi le Witch Trouble, le Frédéric Brutset, qui avait abandonné en étant en deuxième position sur le Witch Trouble. Donc, on va voir s'il vient prendre sa revanche sur cette manche et qu'il attrape sa qualification pour le final. On rappelle, pour se qualifier, top 3 ou plus de 830 de cotation chez les hommes. Et c'est le même système chez les femmes avec juste, j'ai pas de tête, la barrière qualificative, mais voilà, avec sûrement des belles courses qui ne devraient pas être perturbées par la neige cette fois-ci du côté de Nice. tout à fait. Et d'ailleurs, comme pour Watch Trouble, l'UTMB organise un live et on aura aux commentaires nos amis Hugo Ferrari et Alexis Rosset. Donc, pour ceux qui veulent suivre ça en live, ce sera ce week-end. Et puis, deuxième gros événement en Espagne, cette fois-ci, on retourne du côté des Pyrénées avec l'Ultra Pyrénéo, l'un des plus gros événements espagnols qui a lieu en Catalogne. On connaît l'amour des Catalans pour le trail et donc pour cette épreuve, j'aurai d'ailleurs deux athlètes présents là-bas. On les a cités tout à l'heure, Agnol et Nouria. Mathieu, tu as déjà participé aux 100 km de cet événement en 2021. Et puis, Nico, on se souvient encore de ce fight de légende avec Kylian Jornet sur le format marathon en 2017. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet événement? Toi, avais fait un beau top 10 en 2021. Raconte-nous comment ça s'était passé. Eh ben, j'ai aussi concouru contre Kylian Jornet, mais il n'y a eu aucun fight mythique puisqu'il est parti au kilomètre 1. Et puis en balade, on l'a jamais revu, donc tout en gestion. Apparemment très souriant tout au long du parcours, donc il s'était bien fait plaisir. Et moi, je m'étais pas trop fait plaisir en revanche parce que j'avais énormément souffert du pied. J'avais le syndrome de Morton qui était au pire à ce moment-là. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un névrome, c'est un nerf qui est trop gros en fait entre deux métatarses. Et à partir de 30 km de course, ben, je regardais déjà la montre pour savoir quand est-ce que ça allait finir. Donc j'avais énormément souffert, mais à ma grande surprise, la performance n'était pas ridicule. J'avais coté à 860.
pour une huitième place sur un 100 km. Donc, c'était une des courses les plus denses de l'année, tout format confondu. Je crois que c'était la cinquième course la plus dense de l'année sur une analyse que j'avais vue. Et au niveau de l'ambiance, ouais, il y a quand même une grosse, des bons aficionados là-bas en terre catalane. C'est vraiment en terre catalane, c'est vraiment une très belle course. Et puis aussi, c'est très beau. Moi, j'avais pris beaucoup de plaisir sur la première moitié du parcours. La deuxième était un petit peu plus en forêt avec moins de vues, donc moins sympa, mais quand même un très très bel événement. Pas trop connu en France, mais par contre en Espagne, il fait vraiment figure d'événement, un des événements phares national en trail. Donc je recommande, si vous n'êtes pas trop loin, de prendre un dossard là-bas. Et Nico, dis-nous qu'il existe un lien vidéo pour qu'on puisse se remémorer ce fight de légende avec Kylian. Alors, je pense que tout le monde a vu certaines images de cette course qui était à un moment donné, pour ceux qui ont dû voir, à un moment où Kylian dépasse des coureurs à fond sur la gauche, là, en faisant une sorte de sprint. Bah, c'était sur cette course-là. Après, la vidéo durait pas assez longtemps parce que je l'ai rattrapé. Mais avant qu'il me batte à la fin, non, comme l'a dit Mathieu, c'est très beau. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Alors, c'est un peu différent. Je crois que maintenant, toutes les courses partent de Baga, qui était le lieu où est parti Mathieu. Nous, la course, on avait pris un bus pour aller un peu plus sur l'altiplano, on va dire un peu plus loin et faire une boucle. Mais vraiment une magnifique course. Et c'est vrai que c'est pas très connu en France, mais quand on voit un petit peu les plateaux très, très solides qui sont annoncés ce week-end, c'est un peu une sorte c'est un peu l'équivalent de mon point de vue de ce qu'est le Festival des Templiers en France, cet Ultra Pyrénéo. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'athlètes espagnols qui sont inscrits sur les deux courses. Donc, à voir ceux qui sont présents ce week-end à l'Ultra Pyrénéo. Il y a des chances qu'ils ne soient pas présents dans 2 semaines au niveau de Millau pour le festival. Donc, voilà, une très belle épreuve qui sacre toujours des grands coureurs et on suivra la légende Miguel Heras qui est la deuxième cotation présente sur le 100K. Parfait, merci Nico. Et puis, on a fait le tour de ces petites actus. Et donc, je vais pouvoir enfin laisser la parole à Monsieur Théo qui va nous présenter sa rubrique du jour. Ouais, alors aujourd'hui, du coup, avec les membres de l'équipe, on a décidé de parler de l'intérêt des testings. La semaine dernière, on avait parlé rapidement des intérêts du renforcement et que pour optimiser le renforcement, c'était bien de connaître ses points faibles et donc de faire des tests. Donc voilà, le but, c'est de vous présenter en quelques minutes quels sont les intérêts de faire des tests et comment ça peut se mettre en place directement. Je vous présente ça en différentes parties, puis ensuite, il y aura les autres membres de l'équipe qui pourront répondre, enfin en tout cas interagir et donner leur point de vue critique. Du coup, ce qu'on appelle testing ou screening, c'est un ensemble de tests pour évaluer l'athlète. À mon sens, on peut le séparer en différentes catégories. On va les voir une par une. La première partie, c'est la partie anamnèse. La deuxième, c'est les tests biomécaniques. Ensuite, il y a les tests physiologiques et plus ou moins en dernier, les tests médicaux. La partie anamnèse, ça correspond à l'entretien avec l'athlète. L'objectif, c'est de commencer à connaître l'athlète, quelle est son expérience, son environnement de vie pro et perso, ses habitudes, ses antécédents de blessures, et éventuellement lui faire passer des scores. Par exemple, chez nous, on fait passer des tests, un score sur le sommeil, la disponibilité énergétique et éventuellement un test sur la préparation mentale. Et du coup, c'est aussi l'occasion de faire du dépistage et potentiellement de référer vers d'autres pros de la santé. Et donc là, ça peut être un nutritionniste ou diététicien, d'un gynéco, d'un médecin, d'un cardiologue, d'un podologue ou encore d'un préparateur mental. La deuxième partie qui est très intéressante, en tout cas, surtout pour les kinés, c'est les tests biomécaniques. Et donc là, c'est quelles sont les différentes qualités que l'on peut trouver chez l'athlète. Est-ce qu'il présente encore des stigmates de blessure? Quels sont ses points faibles? Et du coup, ces points faibles, le but, ça sera de les travailler pour progresser rapidement. Voilà. Et donc, dans ces tests biomécaniques, on a 3 sous-catégories, en tout cas, que nous, on mesure. Les premiers, c'est la mobilité. Donc là, on regarde les capacités de mouvement globales et analytiques des articulations, donc essentiellement des membres inférieurs. Ensuite, on a la deuxième catégorie, c'est les tests de stabilité des chevilles. Donc c'est pour mettre en évidence potentiellement des stigmates d'entorse non soignés ou pas totalement, ou encore de facteurs de risque de blessure. Troisièmement, on a la partie sur les tests musculaires. Donc là, c'est fait avec des dynamomètres. On va voir s'il y a des asymétries, par exemple, entre le côté droit et le côté gauche, et voir si aussi les ratios entre les muscles agonistes et antagonistes
sont bons. Donc ça, par exemple, c'est un ratio entre le muscle de devant qui est le quadri et le muscle derrière qui sont globalement les ischios. On a une quatrième partie qui est avec des plateformes de force. Et là, on va pouvoir analyser différentes catégories de sauts et les capacités pliométriques. Voilà, je me perds pas dans l'explication. Et ensuite, on a les tests physiologiques. Et donc là, souvent, on fait courir un athlète sur tapis avec différents facteurs. Et le but, c'est de déterminer plusieurs valeurs physiologiques. Ça peut être les seuils ventilatoires, la VO2 max, l'économie de course, etc. Et parfois, ce test, il est réalisé lors d'une épreuve à l'effort. Et donc là, on va rajouter un aspect médical. Et le cardiologue pourra peut-être vérifier s'il y a des anomalies au niveau cardiaque. Donc voilà le point sur la théorie et ensuite on vient plus sur la partie pratique. Est-ce que tous les coureurs doivent faire ces tests? Est-ce que c'est accessible à tous? La réponse est évidemment non. L'idéal, c'est que l'athlète soit suivi par une équipe qu'il connaît. Dans ce cas, ce qui sera intéressant, c'est de faire des tests et d'investiguer en profondeur une problématique que rencontre l'athlète. Par exemple, si on a un athlète qui enchaîne des blessures à la cheville, est-ce que la première chose à aller investiguer, c'est de faire des tests physiologiques? Évidemment, non. Le but, ce sera plutôt de creuser sur les problématiques en lien avec sa cheville. Donc, ça peut être de la mobilité, ça peut être des tests musculaires ou des tests de saut. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces tests, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, l'objectif derrière, c'est de pouvoir établir le profil global de l'athlète, de déterminer ses points forts, ses points faibles, et de clairement mettre l'accent sur ses points faibles, parce que c'est impossible de développer trop de facteurs en même temps. Donc, par exemple, si on a un athlète qui a un profil plutôt faible en saut, mais qui a des chevilles très stables, eh ben, le but, ce sera de mettre l'accent sur un travail musculaire et un travail de saut, alors que quelqu'un qui est instable de cheville, clairement, le but, ce sera de faire des exercices sur sa cheville. Voilà, je ne sais pas si c'était clair et si les gars voulaient peut-être réagir. C'était très clair. Merci Théo. Je crois pas me tromper en disant on est tous passés entre tes mains pour faire des testings. Toi, Mathieu, Théo, on l'a dit, c'est quelqu'un qui te suit depuis quelques temps maintenant. Raconte-nous, toi, quels intérêts tu as trouvé dans ces testings. Bah, c'est sûr que ça fait 3 ans qu'on travaille avec Théo, donc il commence à avoir des bonnes antériorités au niveau des testings, même s'il y a des tests qui sont apparus plus récemment. C'est bien d'avoir un suivi qui dure dans le temps pour voir un petit peu les évolutions, si on arrive à compenser les points faibles. Après, moi, je ne mets pas trop d'énergie dans l'analyse de tout ça, parce que du coup, vu que j'ai un très bon kiné, ben, je lui laisse faire le travail. Et par contre, si je peux émettre peut-être un petit bémol, c'est parfois c'est quand même, ça prend quand même du temps et de l'énergie de faire ces tests. Et du coup, quand il y a beaucoup de tests, des fois, je me pose un petit peu la question de l'exactitude des mesures. Parce que parfois, on fait 3 sauts et je me dis, si tu en rates un, tu fais les deux autres. Et je me dis, ça se trouve, on refait 3 sauts et les chiffres sont complètement différents. Et on va se baser sur ces chiffres un petit peu pour ensuite planifier le reste. Alors que je me dis, bah, peut-être que j'ai mal sauté sur ce moment-là. J'étais pas hyper concentré. Peut-être que des fois, je me dis, on fait 3 sauts, voilà les résultats, il faut travailler ça. Mais je me dis, si on les refait en fait 1 heure après, qu'est-ce qui me prouve que les résultats vont pas être vraiment différents des 3 sauts préférents? Par exemple, un tout petit peu de fatigue juste avant de faire les sauts. Je fais une sieste, je refais les sauts. Peut-être que je vais avoir des chiffres bien meilleurs, alors que c'est sur ces trucs-là qu'on va planifier peut-être un mois d'exercice. Donc, Théo, est-ce qu'il y a des protocoles qui ont montré que 3 sauts, c'est suffisant pour avoir des valeurs, on sait que ces valeurs sont bonnes, ou est-ce que la répétabilité pourrait donner des résultats différents? Une des choses qui est importante, c'est d'essayer d'évaluer les athlètes quasiment toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire de ne pas le faire après, par exemple, une grosse épreuve, ou alors si c'est peut-être recherché. Mais oui, effectivement, il faut essayer de se rapprocher à chaque fois des mêmes conditions. Et une chose qui est intéressante, c'est de connaître à peu près les scores habituels des tests et du coup de pouvoir supprimer ou interpréter des données qui sont vraiment différentes de ce qu'on trouve d'habitude. Et on a aussi clairement un biais, c'est un athlète qui fait 4 fois le même test, même s'il n'a pas forcément progressé, il sera plus performant dans le test. Donc il y a un phénomène d'apprentissage sur les tests, ça c'est clair et net. Donc il faut être aussi conscient des limites quand on évalue les athlètes. Nico, tu veux dire un petit mot sur les testings? Ce que je voulais dire sur les testings, c'est que, alors je pense que Théo s'en rend compte un petit peu, c'est que globalement, les valeurs qu'on observe enfin, on n'a pas beaucoup de base dans le trail et donc il faut aussi travailler avec des gens qui ont un petit peu l'habitude de suivre des trailers parce que les valeurs que vous allez observer sont pas du tout les valeurs
d'athlètes qui sont plus souvent testés, par exemple dans les sports collectifs. Donc, notamment sur tout ce qui est saut, on va pas se mentir, on n'est pas très fort dans le trail par rapport à des des joueurs, enfin même des coureurs élites entre elles n'ont pas les valeurs de joueurs de niveau régional dans des sports collectifs parce que forcément c'est pas les mêmes qualités. Donc bien quand même se rapprocher de gens qui ont un minimum d'expérience, sinon ils vont peut-être tirer des conclusions. Je sais qu'avec mon kiné au début, qui suivait pas beaucoup de trailers, il disait ah vous êtes faible et puis au bout d'un moment en ayant passé plein de trailers qui étaient quand même de bon niveau, on a fini par se dire, bon, bah, peut-être que les valeurs qu'on retient habituellement sont pas très bonnes vu le niveau de performance de ces athlètes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous, Théo, vous, avec Gauthier chez Capréhension, vous organisez des tests et d'ailleurs des tests qui sont ouverts à tout le monde. Ouais, des fois on fait ça pour des structures ou pour des clubs, mais là on a décidé de proposer des journées ouvertes entre guillemets au grand public, enfin à n'importe quel athlète intéressé. Et du coup la prochaine session, s'il y en a qui sont intéressés, c'est le samedi 23 novembre à Chambéry, dans les locaux de Kinésport Nivolais. Si ça vous intéresse, il suffit de nous envoyer un petit message sur Instagram et on se fera un plaisir d'y répondre. Top, merci beaucoup Théo. On va pouvoir enfin passer à notre grand sujet du jour, le pacing en trail. Et en préambule pardon, du futur débat qu'on va avoir avec notre auditeur, on a demandé à l'entraîneur de l'équipe, Nico, de nous présenter un petit peu cette notion dont on entend de plus en plus parler. Nico, présente-nous ça, s'il te plaît. Ouais, alors d'abord, on va peut-être utiliser directement le mot un petit peu français, puisqu'on entend souvent parler de pacing, de pace. En gros, c'est l'allure ou la gestion de course. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la gestion de course? C'est comment, en gros, on va répartir ses efforts sur son épreuve. On se rend compte que c'est une notion qui est quand même hyper importante dans la réussite de course, et c'est même une évidence. Mais on se rend compte que par contre, toutes les gestions de course ne se ressemblent pas et que par rapport à ce qu'on peut connaître sur la route, notamment où on va beaucoup travailler son pace, et que quand on part sur un 10 km, sur un semi, sur un marathon, normalement on connaît plus ou moins son allure à tenir. C'est moins le cas et c'est en tout cas moins facile à déterminer sur le trail. Et on voit récemment, on a vu par exemple sur l'UTMB, deux pacing ou de gestion de course très différentes chez les féminines, avec une Katy Scheid qui est partie de manière supersonique en étant à 3-4 minutes de la tête de course masculine après 4 heures de course, à l'opposé d'une Ruth Croft qui a fait un départ extrêmement prudent avant de commencer à accélérer, je pense, après le Grand Col Ferré. Donc on voit que deux gestions de course qui sont quand même diamétralement opposées. Si on caricature avec ces exemples, c'est je pars vite, je résiste pour Cathy versus je gère et je finis en faisant une sorte d'OCC sur fatigue pour Woodcroft. Donc, les éléments qui sont à prendre en compte quand on va déterminer sa course, c'est la durée du format, forcément, puisque si on est sur une course en montagne d'une heure ou si on est sur une épreuve au long cours, ben, les intensités qu'on peut tenir sont pas les mêmes. Bon, on va dire que quand on est sur les formats plutôt courts, on travaille beaucoup la gestion de course quand même à l'entraînement parce qu'on simule assez fortement les compétitions sur les séances d'entraînement. Si vous faites une course en montagne d'une heure, vous allez faire des séances spécifiques qui vont quasiment se rapprocher de la durée d'effort que vous faites. Donc, vous allez courir quasiment à l'allure de la course. Donc, vous allez souvent le travailler. Quand on fait des courses plus longues et ce qu'on va évoquer plutôt après, parce que je crois que notre invité voulait plutôt évoquer le pacing sur ultra, on est sur des épreuves beaucoup plus longues, sur des intensités qu'on travaille beaucoup moins. Et je sais pas, vous pouvez me donner votre avis pour qu'on interagisse un petit peu, mais je pense que si demain on vous met, que ce soit Théo, que ce soit toi Alex ou Mathieu, même si vous avez de l'expérience au départ d'un ultra et par exemple de l'UTMB, je suis pas sûr que vous sachiez définir l'allure à laquelle il faudrait partir, non? Dans le groupe? Non, bah, peut-être Mathieu Ouais, un peu bah plus. est-ce que vous sauriez définir votre allure? C'est beaucoup moins simple que si je vous dis de courir un 10 ou un 20 km, quoi. Peut-être que Mathieu aurait plus d'expérience là-dessus, mais moi, très clairement, et peut-être tu vas l'évoquer un petit peu après, c'est quelque chose que je travaille d'ailleurs déjà avec mon entraîneur depuis pas longtemps, c'est notamment le RPE, le ressenti d'effort. Donc, effectivement, quel que soit le format qu'on va faire, cette échelle de RPE de 1 à 10, des sensations, et je pense que c'est super intéressante et facilement transcriptible d'un format à l'autre. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Ouais, tout à fait. Alors, en sachant que le RPE, on va dire, auquel tu dois faire ta course,
il est dépendant de ton format, puisque bien sûr, le RPE d'une course en montagne, ça va être 8-9, alors que le RPE, en tout cas au début d'un ultra, il va être beaucoup plus bas, même si à la fin, on finit toujours plus ou moins un RPE de 10 parce qu'on donne le max qu'on peut. Euh, alors, comment on travaille son pacing de course? Moi, c'est ma vision d'entraîneur. La première chose, c'est quand même d'insister sur les allures spécifiques. C'est pour ça que la dernière phase d'un bloc d'entraînement, c'est toujours l'allure spécifique, enfin la période spécifique, parce qu'on va insister sur ces allures spécifiques en créant par exemple des pré-fatigues pour, par exemple, à créer des blocs d'entraînement. On fait un jour, 2 jours, pour que sur le troisième jour, on va demander d'être plus proche de l'allure avec de la fatigue. C'est ce que font par exemple les coureurs quand ils font des recos d'ultra, ce genre de choses. Et ensuite, moi, comme tu l'as évoqué, le RPE, moi, je suis aussi très favorable à cette utilisation des ressentis dans le trail, notamment parce qu'on n'a pas aujourd'hui de data extrêmement précise comme on peut avoir dans un sport comme le cyclisme où voilà, ils peuvent rouler au capteur de puissance avec une mesure très précise de la puissance grâce au capteur. Nous, on est beaucoup plus sur le ressenti. Le ressenti et la capacité à savoir lire ses ressentis, elle est déterminante dans la performance en trail. Euh, à ça, moi, j'aime bien ajouter des métriques qui sont plus, on va dire, objectives et observables au moment où on court. La plus connue, c'est la fréquence cardiaque, avec globalement, moi, plutôt une préconisation de zones à ne pas dépasser sur des débuts de course notamment, et en particulier pour une raison qui est le fait de respecter enfin, d'épargner ses réserves de glycogène qui sont très importantes quand on veut courir un peu plus vite ou en tout cas maintenir son effort dans la durée. Voilà, à ça, on peut ajouter la vitesse, par exemple, si on a des parties roulantes, ou un peu plus récemment, et c'est encore pas très fiable, mais la puissance peut aussi être utilisée. La vitesse ascensionnelle, même si la vitesse ascensionnelle, bah, on le rappelle, c'est compliqué d'utilisation parce que la vitesse ascensionnelle varie à chaque fois avec le pourcentage de pente. Donc, à moins d'apprendre toutes ces valeurs de vitesse ascensionnelle selon le pourcentage de pente, c'est difficile d'utilisation. Donc, pour schématiser, pour finir, avant de laisser la place à notre invité, ben, moi, je sente les sensations dans le pacing du coureur en lui préconisant, bah voilà, faut ressentir telle sensation au début de course. Et j'ajoute à ça des métriques observables pour que le coureur arrive à ajuster aussi ses sensations et notamment la lecture qu'il en fait parce que très souvent, on vient mettre du mental là-dessus et c'est vrai qu'avoir des données objectives, ça facilite souvent la bonne prise de décision pendant une course. Merci Merci beaucoup, Nico, pour Nico. cette belle et longue introduction. Déjà, plein de bons petits conseils et plein de petites choses à utiliser pour vos entraînements et vos prochaines courses. Et puis, on peut désormais accueillir notre invité et auditeur du jour, Tony Pires. Pour la petite D'ailleurs, tu anecdote, peux... Tony, moi, Ouais. je l'ai rencontré, en fait, je le connais depuis un bon moment. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand j'étais en Espagne sur l'Ultra Sanabria. Donc, en fait, je faisais mon Erasmus à Bilbao et je voulais faire une course longue en fin de saison et c'était une course par étape. Et c'était un autre Français qui était sur cette course, on n'était pas très nombreux. Et la dernière journée, j'avais chopé un horrible virus. En tout cas, je n'arrivais plus du tout à m'alimenter. J'avais un mal de ventre horrible. Donc, j'avais fini en marchant et Tony m'avait doublé en me disant quelques mots sympathiques. Donc, c'était la première fois que j'ai rencontré Tony. Maintenant, tu as pu écouter la rubrique de Nico. Mais avant de réagir, je pense que ça serait intéressant que tu nous présentes un petit peu ce que tu fais dans la vie et quelle place y occupe le trail. C'est à toi maintenant, Tony. Bonjour à tous, tout d'abord, et puis merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ben, je crois que c'est la première et la dernière fois que je finirai devant Mathieu sur une course, hein, parce que ça m'arrivera pas de sitôt. Ben, voilà, je suis Tony Pires, j'ai 47 ans, je suis de métier informaticien, ingénieur informaticien, et voilà, là, je fais du trail en tant qu'amateur, mais en tant que gros passionné de trail. J'ai découvert ça il y a quoi? Il y a 7 8 ans, je crois. Je m'y suis mis petit à petit. Voilà, au début, voilà, je courais à peine une fois tous les 15 jours. Et puis, bon, petit à petit, j'ai découvert le trail. Et puis, j'ai commencé par les petites courses locales, jusqu'à finir par de l'ultra sans aller trop loin dans les distances, parce que je m'en sens encore pas capable, même après 8 ans de pratique intensive. Et voilà. Donc, mon sujet du jour, enfin le sujet du jour, hein, c'est comme je disais, enfin comme disait Nico, c'est sur le pacing. Bon,
as fait plus ou moins l'introduction que je voulais faire, donc tu m'as piqué déjà un sacré morceau. Et dans les grosses lignes, oui, enfin, moi en tant qu'amateur, je suis plutôt en phase avec ce que tu as dit, mais il y a quelques petits trucs en plus, moi, que je rajouterais, parce qu'on parle beaucoup de sensations, de cardio et autres. Mais je pense qu'il y a moyen de le mettre un peu plus sur le papier, ce genre avant la course, avant l'ultra qu'on prépare, il y a moyen de tester ça. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, je l'ai fait, moi, sur mon rare 100 km que j'ai fait, c'est par exemple, ce que je fais, c'est que, admettons, on a un 100 km de prévu à préparer. En général, j'essaye par rapport à mon niveau d'évaluer le temps, la fourchette de temps que je mettrais pour faire ce 100 km avec, on va dire, 4000 mètres de dénivelé. Voilà. On va dire, par rapport, alors comment je prévois mon temps de course, c'est que je vais sur les éditions passées, je regarde les coureurs, je regarde leur cote ITRA et par rapport à la mienne, j'évalue à peu près le temps qu'il a mis et j'en prends plusieurs, je fais une moyenne et je me dis, bon, ces gars-là se situent autour des 14 heures. On va estimer que c'est 14 heures mon temps. Je prends ce temps-là et donc par rapport à ce type de format de course, 100 km, 4000 mètres, et à l'entraînement, alors ça c'est vraiment sur la fin, donc on a fini tous nos entraînements spécifiques, tout ça, proche de l'échéance. Ce que je fais, c'est que je découpe ce format, je divise en quatre, je dis je vais prendre un morceau de 25 km avec 1000 mètres de dénivelé et j'essaye de me mettre à l'allure alors constante, on sait qu'elle ne peut pas être constante sur un ultra, mais j'essaye d'évaluer une vitesse constante et de faire le test, de me mettre à cette vitesse. Et la première fois que j'ai fait ce test-là, donc on va dire 14 heures, on divise 14 heures par 4, c'est peut-être pas facile. Je sais pas combien ça pourrait faire, ça fait quoi? 3,30. 3 heures et quelques. Ben voilà, j'essaye de faire ma sortie de 25 km et 1000 mètres, on va dire, avec le même genre de bosse qu'il y aura sur le parcours, hein, parce que c'est pas pareil si on a une bosse de 1000 mètres d'un coup et que sur ta course, tu n'as que des bosses de 200 mètres, ça va pas être très en adéquation. Donc je prends à peu près le même type de format et je me dis, voilà, 25 km, 1000 mètres, 3h30, on va dire, il faut que je mette 3h30. Quand j'ai fait ce test, j'ai eu du mal à tenir cette allure tellement c'était lent. Pour moi, je trouvais ça très lent. Mais au final, dans la finalité, c'est ce que je l'aurais en vitesse moyenne sur tout le long. Donc au début, ouais, on se sent bien, on a nos sensations, on se dit, ouais, il faut y aller doucement, mais on va pas assez doucement en fait au départ. Et on le voit, même les élites ne vont pas assez doucement. La plupart des élites. On n'avait pas, enfin, tu as parlé tout à l'heure de Cathy Scheid, par exemple, qui avait une gestion plutôt constante. Alors, c'est difficile de s'en rapprocher à une constante, mais je pense que c'est dans l'idéal, il faut se rapprocher au maximum d'une allure constante, à peu près la même au début qu'à la fin, une très faible dérive pour moi. Donc, du coup, ce test-là, il est très valable. Et si on parlait de mental, ça te fait rentrer dans la tête qu'en fait, quand tu penses partir doucement, parce qu'on te l'a dit, ton entraîneur te l'a dit, à la sensation, mais attention, va pas trop vite, tu vas quand même trop vite au départ. Alors, je parle pour le lambda que je suis et tous les autres qui n'ont pas forcément un entraîneur ou quoi et qui écoutent ce qu'ils disent dans les podcasts ou dans les réseaux sociaux, les bonnes pratiques, mais en fait, on se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, l'allure à laquelle il faut vraiment partir ou la fourchette d'allure. Alors, c'est peut-être pas 3h30 au départ, on va toujours aller un peu plus vite, c'est normal, la première heure. Mais de suite, il faut se caler sur ce genre d'allure. Et là, c'est très lent. Et c'est François Daen qui le disait, il faut accepter de se faire chier sur un ultra au début. Eh bien, on l'a tous dans la tête, mais on n'est pas capable de l'appliquer. Et pour l'appliquer, moi, comment j'ai pu le faire rentrer dans la tête, c'est comme ça, en faisant ce genre de test. Et après, je l'ai appliqué en course. Et c'est vrai que j'ai pas du tout vécu ce 100 km comme ceux que j'avais vécu avant, alors que j'avais déjà dans la tête qu'il faut partir doucement et tout ça. J'ai pas du tout vécu ce truc-là. À la Toi, Mathieu, mi-course, je termine là, je parle peut-être vas-y, beaucoup, termine, mais vas-y. je termine là pour donner après la finalité du truc, comment ça s'est fini. Sur cette course, et j'avais jamais vécu ça avant, sur un ultra de 100 km, à la mi-course, j'avais l'impression d'avoir débuté la course. Et quand il y a un aléa qui se passe dans la course, par exemple, je me suis paumé à un moment,
Donc j'ai perdu énormément de place et là le cœur commence à battre parce que tu dis putain mais ça fait depuis combien de temps tout ça que j'ai perdu ma trace. Là tu te mets à accélérer et tu te rends compte que tu accélères mais tu as du gaz quoi. Tu as du gaz. Et à la fin de course, pareil, j'ai eu un aléa. Bon, quelqu'un a essayé de me faire voilà de me passer à 3 ou 4 kilomètres de l'arrivée, mais sans difficulté, rien qu'avec la tête et parce que j'avais gardé de l'énergie, j'avais tout allait bien, j'ai pu le rattraper facilement et accélérer et finir à une forte allure pour moi, que je pensais pas être capable de faire après 95 kilomètres, quoi. Donc, c'est qu'on garde des cartouches dans sa cartouchière qu'on peut déployer à la fin quand on en a besoin. Et c'est ça le bénéfice d'un bon pacing en début. C'est l'un des trucs les principaux, enfin, pour moi, qu'il y a dans le trail, c'est l'alimentation. Sans alimentation, tu n'avanceras jamais. Et tu as surtout ça. Après l'entraînement, c'en est un, mais finalement, il est, on va pas dire secondaire, mais pas loin. Et tout le reste, les chaussures, le poids dans le sac, tout ça, c'est très secondaire. Pour moi, c'est un axe clé et qui est pas trop encore aujourd'hui abordé ou pris vraiment au sérieux dans un cycle d'entraînement. Mathieu, toi, juste. Je vais rebondir. Attends, juste Alex, je vais rebondir rapidement pour faire un peu la conclusion de Tony. Je voulais en faire un peu mon intro, mais je ne l'ai pas dit. Mais en fait, pour moi, une bonne gestion de course, c'est quand tu exploites bien ton potentiel que tu as développé à l'entraînement. L'entraînement, c'est vraiment quel potentiel j'ai, parce que l'entraînement va déterminer ton potentiel. Par contre, après, plein de coureurs au même potentiel peuvent faire des courses d'un niveau très différent. Et la principale raison, c'est le pacing. Le pacing qui, tu parlais du temps que tu définis sur ta course, qui est très corrélé aussi à ton planning de ravitaillement, parce que souvent on fait les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on détermine quel temps on va mettre sur la section pour planifier. Les deux sont tout le temps liés et sont vraiment très importants. Juste pour répondre un petit peu, et puis je laisserai la parole aux autres après, c'est que je pense qu'il y a quand même une dérive de fatigue sur certains formats qui font que je pense que quand même un pacing en trail, en ultra, en tout cas, enfin sur des trails longs, impose de partir un peu au-dessus de la vitesse moyenne objective parce que sinon tu consommes trop de temps au début par rapport à tes capacités d'accélération parce que il y a un moment donné, si tu es capable de monter une côte en 15 minutes à bloc et que tu la montes en 22 quand tu es fatigué ou en 20 quand tu es bien avec une bonne gestion, bah faut pas que tu aies perdu plus de 2 minutes avant quand tu arrives au pied de cette côte pour que ton bon pacing soit bénéfique, quoi. Donc ça, c'est quand même pas simple, mais je te rejoins totalement. L'immense majorité des gens partent trop vite. L'illustration, je pense, le plus simple de ça, c'est, alors j'ai jamais fait le start de l'UTMB, mais les coureurs qui partent à 15-16 à l'heure, ce qui est quand même, quand on court à 16 à l'heure, quasiment le record du monde du 100 km, donc un effort qui fait à peu près 6 heures, on se rend bien compte que tout le monde part trop vite. Ça, c'est une évidence. Ça coûte moins à d'autres, à certains qu'à d'autres, mais voilà, c'est pas toujours évident aussi après des notions de bouchons potentiellement qui peuvent faire. Mais globalement, Théo a parlé des tests physiologiques, bah faut aussi se rebaser sur ces repères physiologiques pour ne pas faire n'importe quoi notamment et sur les réserves énergétiques comme on l'a évoqué avant. Mathieu, tu vas pouvoir nous apporter un petit peu la vision élite sur ce sujet-là. Toi, est-ce que c'est des stratégies auxquelles tu réfléchis avant tes courses? Est-ce que tu constates que chez d'autres élites, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte? Ben, moi, ce que je fais maintenant sur quasiment l'intégralité de la course, c'est un peu ce qu'a expliqué Tony et Nico aussi, c'est de j'ai plusieurs choses. Donc d'abord, je vais suivre les métriques d'effort et instantané pour voir si je dépasse pas une certaine fréquence cardiaque, si ma vitesse ascensionnelle n'est pas trop élevée. Et en parallèle, comme Nicolas dit avant les courses, je prends vraiment le temps de regarder les segments des années précédentes, de regarder le temps de course des années précédentes pour établir mon plan de route. Et souvent, je fais plutôt des courses par l'arrière parce que c'est ce qui permet d'être un petit peu plus sécurisé par rapport au fait de ne pas exploser et puis d'amener la course à son but. Donc j'ai déjà fait des courses un petit peu plus par l'avant et ça avait parfois mal fini, bah, par exemple comme en 2023 au championnat de France où j'avais voulu un petit peu jouer à l'avant, puis au final j'ai dû abandonner parce que j'ai vraiment trop mal aux jambes. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, mais quelque chose qui n'a pas été abordé par Tony, c'est qu'en fait le but des élites,
c'est pas forcément de faire juste la meilleure performance possible avec les jambes du jour, ce qui parfois pourrait leur faire faire des 15e, 20e places, comme par exemple sur les courses UTMB. En fait, ils sont là pour faire un podium ou un top 5 ou rien. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, tu es obligé de prendre des risques et de pas forcément respecter un plan de course, mais de faire la course un petit peu plus contre les autres. Et il y a beaucoup d'influence des coureurs qui sont autour. Et il y a beaucoup d'abandon chez les élites, pas uniquement parce qu'ils ont raté leur pacing, mais parce qu'il y a quelque chose qui répond pas aujourd'hui et qui ferait qu'ils seraient dans une place qui pour eux ne serait pas intéressante et préfèrent se préserver pour la suite. Donc il y a plus de choses qui rentrent en compte que juste un mauvais pacing. Tony, tu Denis voulais voulait réagir? réagir. Ouais, juste, moi je parlais, alors j'abordais plus le pacing pour la majeure partie du peloton, hein. Parce que je sais qu'effectivement les élites partent avec un bon pacing, mais à la limite de la rupture, et on l'a vu à l'UTMB, on le voit dans beaucoup de courses, je comprends que vous partiez tous à la limite de la rupture, et si ça passe, je fais un gros carton. Et si ça passe pas, ça pète. Ou ça finit 15e ou 20e. Mais moi, je parlais dans la globalité du trail en général, de tous les pratiquants qui n'ont pas encore cette grosse notion du bon pacing, qui pour eux leur ferait gagner un confort de course, et pour ceux qui aiment la compétition, de meilleurs chronos, quoi. Mais ça, c'est certain. Finalement, c'est pas vraiment du travail, c'est un travail mental peut-être, mais c'est pas un gros travail physique en plus à apporter à son plan de route, quoi. En tout cas, Ouais. moi, si je peux réagir un petit peu sur un niveau moindre, euh, effectivement, on constate tellement souvent de gens qui, pourtant, après avoir fait des prépas plutôt longues Mm. et consciencieuses, vont nuire à leur course juste par, j'ai pas envie de dire par bêtise, mais par peut-être parce que l'ego prend un peu trop de place, parce qu'on veut bien se montrer et faire de la bonne figuration. Mais sachez toujours une chose, et ça je l'ai appris à l'expérience avec sur quel que soit le format, c'est rester centré sur votre course, rester centré sur votre pacing, et ça finira toujours par payer. Peut-être que vous n'irez pas gagner les courses, parce que effectivement la prise de risque n'a pas été maximale, mais dans tous les cas, vous vous assurez une course en reprenant des places, en subissant beaucoup moins, comme tu l'as dit Tony. Donc voilà, ne partez pas la fleur au fusil, restez dans votre pacing de course. Servez-vous de plein d'outils desquels on a parlé, notamment le RPE que personnellement je trouve vraiment le plus intéressant. Et puis voilà, après faites-vous votre expérience, ça sert aussi parfois de se casser les dents. On apprend aussi de tout ça. Nico, tu veux réagir ou tu as quand même beaucoup parlé, donc Ouais, on va clore le juste sujet. un tout petit truc, c'est que tu viens d'évoquer, c'est que moi, je dis toujours aux athlètes, il y a deux axes, et il y en a un qui est prioritaire. C'est le premier axe, c'est faut réussir sa course personnelle. Et c'est toujours centré sur sa course personnelle. Et dans un deuxième temps, alors ce deuxième temps, il existe plus ou moins selon son niveau. Quand il est élite, il existe beaucoup, c'est-à-dire essayer de battre les autres. Quand on est un coureur amateur, on a moins, on va dire, vraiment d'ambition de place, on a plus une ambition de chrono. Du coup, toujours, je réussis ma course. Une fois que je suis centré là-dessus, j'essaye potentiellement de battre les autres. J'essaye même d'utiliser les autres pour courir un peu plus vite parce que quand on fait des formats longs, il y a au bout d'un moment, on est sur des intensités physiologiques qu'on peut tenir très longtemps et qu'il y a quand même une énorme part d'acceptation de l'inconfort, de la douleur, une grosse part mentale dans la performance. Et là, être avec quelqu'un, ça aide parce que si la personne, elle court 0,2 km/h plus vite, que ce que tu ferais tout seul. Peut-être que si tu es derrière cette personne, tu arrives à courir 0,2 km/h plus vite. Si tu es tout seul dans la forêt, bah, peut-être que tu cours à 0,2 km/h, puis tu sors d'une section et puis tu as perdu 2-3 minutes sans trop t'en rendre compte, quoi. Donc voilà, toujours ces deux aspects-là. D'abord, on réussit sa course, après, éventuellement, on se bat avec les autres, mais pas dans l'autre sens, sinon ça marche rarement. Allez Théo, tu voulais faire une petite précision, je te laisse le mot de la fin. Ouais, c'était rapidement, Tony en avait parlé, c'était pour estimer son temps de course, donc il faut connaître sa cote ITRA, ou UTMB, ou la cote Bitrail. Si le parcours est le même cette année que l'édition précédente, bah, vous regardez le classement de l'année dernière. Et ce qui est intéressant à regarder, vous regardez les deux, trois personnes avant ou les deux, trois personnes derrière. Et ce qui est bien, c'est de prendre quelqu'un qui remonte au classement plutôt que quelqu'un qui part fort et qui explose. Et du coup, là-dessus, bah, c'est bien de prendre quelqu'un, je sais pas moi, qui pointe 3 centièmes, puis 250, puis 200, qui a fini dans le top 150.
que quelqu'un qui part centième et qui va finir à la 150e place. Et donc pour ça, généralement, quand même, les filles sont beaucoup plus fortes que nous, les hommes, pour faire du pacing. Donc n'hésitez pas à regarder un peu au-dessus et un peu en dessous au niveau des classements. Parfait, on a fait le tour de ce sujet-là. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre podcast et on va commencer par toi, Tony. On va parler un petit peu des coups de cœur et des coups de gueule. Et je crois que tu as un petit coup de gueule à nous donner. Ouais, un petit coup de gueule sur les râleries entre guillemets qu'on a sur que j'entends ou que je vois sur les cotations ITRA. Ouais, UTMB c'est pareil, ou Bitrail, mais bon, c'est un peu à part parce qu'ils n'ont pas le même, on va dire le même algorithme de calcul que ITRA et UTMB. Et en fait, ouais, c'est le coup de gueule contre ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière en fait. Enfin, les gens en général savent pas trop ce qu'il y a derrière. Alors moi, pour le petit truc, je suis juste bénévole chez ITRA, donc je fais pas grand-chose. J'aide à formater les fichiers qu'on intègre dans les algorithmes ITRA. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais du coup j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec les gens en interne et pour avoir des éclaircissements sur le fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est écrit, je crois que ça a été mis à jour là sur le site, comment ils calculent les cotes. Et j'ai un peu mieux compris parce que moi, des fois aussi, j'avais des doutes sur le fonctionnement de ces calculs. Et donc voilà, donc moi, c'était juste, ça m'agaçait que beaucoup de gens râlent là-dessus sans savoir réellement comment ça fonctionne derrière et les moyens qu'il y a derrière. Il faut savoir qu'ITRA, c'est une association. C'est pas, c'est pas une entreprise à but lucratif, hein. C'est une association. Il y a que cinq salariés qui travaillent là-dedans. Et donc, ils font au mieux avec les moyens qu'ils ont. Et après, voilà, sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais allez voir sur le site ITRA, ça a été un peu étoffé, les méthodes de calcul. Et par exemple, euh, quand on dit que les codes se basent sur la cotation des élites des élites, plus il y a d'élites, mieux c'est coté, c'est totalement faux. On ne prend pas en considération, par exemple, la cotation d'un tel ou d'un tel. Ça, c'est pas pris en compte pour les calculs. On se base sur beaucoup d'autres paramètres, le terrain, enfin beaucoup d'autres choses, comme on le sait. Mais voilà, il y a de fausses idées et pareil, quand on dit tel ITRA, enfin moi je l'ai déjà entendu sur un autre podcast comme quoi l'ITRA favorisait certaines courses pour se faire voir enfin voilà, pour gagner des points de notoriété, c'est totalement faux, totalement faux. En tout cas, moi, Donc voilà. personnellement, je critique de plus en plus l'UTMB et moins l'ITRA parce que je constate que j'ai une différence de cotation qui est de 20 points en faveur de l'ITRA. Donc, merci l'ITRA de me donner une cotation plus Mais importante. ça, voilà, typiquement ça non, ça c'est parce que l'algorithme a dû changer, voilà, il a dû changer à un moment chez l'UTMB et il a dû prendre peut-être une autre direction côté ITRA. Moi, je peux parler que côté ITRA parce que je vois un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas pour dire, voilà, c'est pas pour que les gens disent, ah, ben, je préfère ITRA parce que j'ai plus de points. Non, mais Là, en tout cas, ce qu'on voilà. peut noter, c'est que l'ITRA prend quand même globalement plus, en considération plus d'événements et je pense que les organisateurs ont pris ce réflexe quand même de communiquer les résultats à l'ITRA plus qu'à l'UTMB. En tout cas, moi, personnellement, sur mes résultats, je constate qu'il y a toutes mes courses sont rentrées sur ITRA, alors sur l'UTMB, il manque quand même pas mal. Par exemple, moi, si je vois une course dans mon quartier qui y est pas, je peux la rentrer. Enfin, on Ouais. peut tous la faire rentrer. Donc, plus ils ont, en fait, en gros, plus il y a de données sur les coureurs et sur les courses, plus les cotes sont précises. Un exemple, on se dit les courses UTMB sont mal cotées ou en général, voilà, on est moins bien noté que le reste. En fait, il faut voir que c'est sur ces courses-là, ou Zegama, qu'on a sa réelle cote. On se rapproche de sa réelle cote sur ces courses-là. Parce que des courses où il n'y a pas de data, il va y avoir un peu plus sujet à l'interprétation. Parce que le gars qui va mettre la cotation, il n'est pas sur le terrain, il ne voit pas s'il y a des cailloux sur la course, il ne voit pas s'il y a beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau. On se base sur les temps références des autres années par rapport aux coureurs qui étaient aux autres années et sur la globalité des coureurs. Par exemple, s'il y a une globalité des coureurs, Zegema, on va dire, c'est toujours les mêmes qui la font. Si cette année, tous ces coureurs-là ont mis 10 minutes de plus que l'année dernière, on va leur mettre la même cotation parce que si tous, ils ont perdu en temps, c'est que ben, les conditions étaient vraiment pas bonnes.
Du coup, bah, je ne vais pas lui descendre sa cote parce qu'il a perdu 10 minutes par rapport à l'an dernier, parce que tout le monde a perdu 10 minutes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent comment dire, à être le plus précis possible sans être la perfection, parce que voilà, après on peut se rapprocher d'une perfection, mais là c'est des moyens énormes et comme je vous le disais, ITRA, non, le chiffre d'affaires de cette boîte est ridicule hein, En tout cas, de ce truc. Donc voilà. n'hésitez pas, merci beaucoup Tony pour les précisions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez envie qu'on dédie un épisode ou du moins une grosse question débat à ces cotations. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui intéresse de plus en plus de monde et auquel on prête de plus en plus attention. Allez, on reste sur les coups de gueule. Nico, je crois que tu avais un petit coup de gueule à nous donner. Ouais, j'ai changé par rapport à celui que j'avais évoqué précédemment. Ouais. Mais moi, j'ai un petit coup de gueule à pousser contre. On sait que le coaching, le consulting se développe beaucoup et donc il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça. Et alors moi, j'ai pas trop ce cas-là, mais je l'observe réellement. Des gens qui sont de métier coach ou autres, qui sont entraînés par d'autres personnes et qui se limitent, enfin qui ne mentionnent jamais la personne qui les accompagne au quotidien et qui, le cas échéant, s'il y a des bons résultats, évite de le préciser. Je trouve Allez, cette balance des pratique noms! On veut des un noms! peu. Non, j'ai pas de nom particulier, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'observe régulièrement. Moi, j'ai pas ce cas-là. J'ai plutôt les athlètes que j'entraîne ont tendance à le dire, mais je vois dans mon entourage ou ailleurs pour échanger avec d'autres coachs que ça arrive régulièrement et je trouve ça pas très sain parce que voilà, et je ne vais même pas dans le fait que certains pompent les séances pour les remettre à leurs athlètes parce que c'est un petit monde, donc tout finit par se savoir. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ce qui fera votre crédibilité de coach, c'est la qualité du travail que vous faites et pas le fait de masquer que vous êtes potentiellement entraîné par quelqu'un d'autre. Ce que je fais volontairement, alors que je pense, pas trop mauvais pour entraîner, mais on n'est jamais complètement objectif avec soi-même et que travailler avec quelqu'un qui a du recul sur sa propre pratique, c'est toujours un vrai plus et c'est la collaboration qui conduit aux meilleurs résultats en principe. Top, merci beaucoup Nico. Allez, on va passer sur des petits coups de cœur et on va sortir un petit peu du domaine du trail parce que on bosse là-dedans, mais on a aussi d'autres passions. Théo, parle-nous un petit peu de ton coup de cœur du jour. Ouais, ça n'a rien à voir avec le trail, mais je vous conseille la série biopic d'Arte sur DJ Mehdi. Pour les fans de musique, c'est incroyable déjà de se rendre compte que cet artiste a fait tant de classiques de la musique française. Et ce qui est génial chez cet artiste, c'est que il a jamais voulu faire deux fois la même chose. Une fois qu'il avait réussi, il a voulu passer à une étape supérieure. Et ce qui est assez beau, c'est qu'il a réussi à exceller et à relier deux univers que tout oppose, donc à savoir le rap et la partie électro-techno. Donc voilà, c'est un super reportage, n'hésitez pas à le regarder. C'est une mini-série de 6 épisodes. Et si c'est possible avec une bonne qualité de son, ça sera forcément mieux. Mathieu, un coup de cœur aussi. Moi, j'ai un petit coup de cœur, c'est pour un podcast, ça s'appelle Le Trail qu'on aime. Non, plus sérieusement, je voulais remercier tous les retours qu'on a eus et en fait, le nombre d'écoutes aussi, on est relativement surpris dans l'équipe, le nombre de personnes que ça intéresse. On pensait que c'était un podcast assez niche, mais vraiment, ça fait très très plaisir de voir tous vos retours et de voir le nombre d'écoutes qui grandit à chaque épisode. Donc, encore une fois, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à continuer de nous soutenir avec des petites revues et puis vous pouvez participer, répondre aussi sur le canal Instagram, donc le canal de discussion, vous pouvez répondre aux messages qu'on envoie pour proposer si vous avez des suppositions, etc. Mais je voulais remercier tous nos auditeurs, un petit coup de cœur sur vous, de votre fidélité déjà pour ce petit podcast qui ne demande qu'à grandir. Allez, j'en profite avant de faire la petite conclusion pour, pareil, faire un petit coup de cœur à toutes les personnes que j'ai pu croiser, que ce soit à la Skyrun, à la Saint-Silène ce week-end, et qui très gentiment m'ont fait que des retours positifs sur le podcast. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, les retours positifs, c'est cool. N'hésitez pas aussi à nous refaire des avis peut-être un peu plus critiques et constructifs sur ce que vous aimeriez écouter dans le podcast. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que le podcast est en train de fonctionner et qu'on a des auditeurs qui sont passionnés, tout comme nous. Merci de nous avoir écoutés. Les gars, on se retrouve dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, Nico, j'espère que tu seras prêt parce qu'on sera plus qu'à quelques jours du 80 des Templiers. On a hâte de suivre ça. On a hâte de vous parler de tout ça. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci les gars. Ciao, ciao. Allez, Salut à ciao! tous. Merci. Ciao.